Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Opinion sur Rue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Sam. Bonjour Monsieur Sam. Alors, Salut. Samuel Bouisseret, belge d'origine. Je vais Exact. te présenter rapidement pour les quelques auditeurs qui auraient arrêté de suivre au fond, ce qui serait surprenant qu'ils ne te connaissent pas, mais je vais faire un rapide récap. Donc tu es un ancien complotiste qui s'est tourné vers la sphère sceptique et qui s'est déconverti du complotisme et qui s'est mis à produire du contenu sur une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Sam, point d'interrogation, sur laquelle tu t'es intéressé à la zététique et à la méthode scientifique et tu t'es mis à produire du contenu bienveillant envers les complotistes qui aurait été potentiellement le contenu que tu aurais aimé voir en tant que complotiste pour essayer de t'emmener vers la réflexion scientifique. Euh, Ça t'a amené à être un des producteurs de contenu les plus pertinents et intéressants à mes yeux sur le sujet de la sphère sceptique. Tu as produit notamment du contenu via des vidéos. Tu as produit également un livre qui s'appelle Arrêtez de croire n'importe quoi, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, alors le titre, tu sais, c'est toujours ça avec les bouquins, hein, le titre, il est imposé, mais moi, j'aurais voulu que ce soit «Arrêtons de croire n'importe comment», Ouais, tu oui. vois? Oui, oui, Mais oui, bon, voilà, c'est. il faut On et n'a pas même dans les toujours le librairies, il faut du choix texte. et les maisons d'édition sont parfois dures en négociation. Ah bah, Euh, il y a carrément pas de négociation, je vais te dire. C'était d'emblée très, très clair. ouais. C'était: «Non, on va pas passer ton mail avec ton Ah ouais, idée». c'est parfois difficile. Enfin, c'était Et poliment dit, hein, c'était, oui, 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 «Oui, bien on sûr. va». J'imagine. Et donc dans ce livre et dans une conférence qui s'appelle Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi est-ce que c'est une mauvaise question, tu parles d'une méthode qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la méthode de l'entretien épistémique. Donc je parlerai à la fin de la vidéo, on fera une petite promo de tes différentes chaînes et des différents contenus que tu produis autres que autour du scepticisme. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce sujet-là? Rien du tout, enfin non, c'est super. Top. Eh ben écoute, si ça te va, je te propose qu'on commence directement avec la première question qui va être toute bête. Comment et quand est-ce que tu as découvert l'entretien épistémique? Ah, et bah, figure-toi, ça, c'est quand même fou parce que c'est alors de mémoire, c'est Hygiène Mentale qui m'avait envoyé, un lien vers, la chaîne d'Anthony Magnabosco parce que je posais à ce moment-là beaucoup de questions sur, le rapport entre la zététique et la morale. Alors tu vas me dire, ça a pas grand-chose à voir, mais en Mhm. fait, je cherchais comme ça des trucs un peu, les pistes qui n'avaient pas trop été explorées, etc. Et à l'époque, mon Dieu que ça a changé, à l'époque, on maintenait un mur énorme entre la zététique et toutes les questions d'éthique et de morale. Et donc en creusant comme ça dans tous les liens qu'Hygiène Mentale m'avait donnés, il y avait la chaîne d'Anthony Magnabosco. Et ça ressemblait très très fort à la démarche que je cherchais à avoir, tu vois. Moi, je voulais pas brusquer les gens, je voulais pas y aller de façon frontale comme le faisaient les autres à ce moment-là. Je me dis, bah, il faut pas faire comme les autres, je vais faire un Mhm. autre truc, quoi. Donc je dis pas que les autres faisaient mal, hein, je dis juste que j'ai envie, en général, quand on fait une vidéo, c'est parce qu'on ne l'a pas trouvée, cette vidéo. Mhm. Et donc, j'arrive sur la chaîne d'Anthony, et là, quel choc! Je crois que la première fois que j'ai vu la première vidéo, j'ai fait: «Ouais, bon». J'ai cru un peu à un fake comme ça, tu vois? Je me suis dit: «Ouais, Ouais. et beh, non, il y a pas de coupure, il y a rien». Tu regardes 2, 3, 4, puis tu dis: «Attends, qu'est-ce qui se passe là?» Tu commences à sentir qu'il y a un pattern, tu vois? Le mec, il a vraiment une et tu comme ça, et mon cerveau a été vraiment, tu sais, c'est comme quand tu croises un truc et ça te reste en tête, ça t'obsède comme ça, tu pas compris, ça s'est passé sous Mhm. ton nez. Et il m'a vraiment fait cet effet-là, et je me suis juré que tôt ou tard, j'allais, bah, binge-watcher sa chaîne et essayer de comprendre qu'est-ce que ce mec fait, quoi. Mhm. Voilà Ouais. comment ça s'est passé. Ok. Et c'était il y a combien de temps à peu près, tu sais ou pas? Tu te souviens? Ouais, je te dirais bien 2017, quelque chose comme ça. Ok. Je te dirais Donc il y bien, a ouais, six ça sept ans doit être, quoi. Ok. ouais, c'était après avoir passé 2 bonnes années dans le milieu. Mhm. Ok. Donc du coup, tu viens de mentionner Anthony Magnabosco, donc qui est
l'executive director de Street Epistemology International, qui est une non-profit qui essaye de promouvoir l'entretien épistémique à l'échelle internationale, qui vient d'ailleurs de sortir un cours. Je ne sais pas si tu as vu cette news. Ils ont sorti un cours en self-study, les premiers modules qui Oui, s'appelle oui, il m'a envoyé le Navigating lien. Beliefs. Ouais. Il Qui m'a s'appelle envoyé le lien. Navigating Beliefs, sur lesquels on va essayer de travailler avec eux à une traduction. Donc c'est un sujet qui est tout neuf, très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres praticiens qui t'ont influencé ou qui t'ont intéressé, autres que Anthony, dans ton visionnage de l'entretien épistémique? Je t'avoue que c'est un peu là qu'est la douche froide. C'est qu'à l'époque, alors, j'ai pas renouvelé l'effort. Malheureusement, je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est très différent. Mais à l'époque, je me suis dit, bon, bah, qui d'autre fait ça? Et j'ai commencé à regarder un peu partout et j'ai vu que beaucoup de gens essayaient de le faire, mais peinaient vraiment à reproduire le truc. Et ça m'a donné encore plus l'envie de dire, bon, bah, ok, il faut transformer ça en mode d'emploi, il faut formaliser ce truc-là, en fait. Hmm. Et Et c- ouais, voilà. Et donc à ce moment-là, il y avait personne. Donc, enfin, il y en avait, mais c'était des essais, clairement. Et puis c'était annoncé comme tel. Il n'y avait absolument pas une prétention de faire quelque chose, mais d'essayer cette méthode. Je ne saurais plus te dire qui exactement. ok. Je me rappelle d'échanges avec une personne musulmane et c'était un peu malaisant. C'était encore très à l'essai. Et c'est C'était normal. anglophone ou francophone, tu te souviens? C'était francophone, Ok. parce que alors, ma mémoire est vraiment pas terrible. Et, euh, et c'est là que je me suis vraiment dit, ok, bah, c'est une question d'entraînement aussi, quoi. C'est vraiment une question Hmm. de. Il y a un art, en fait, derrière tout ça. Ouais. Ok. À la louche, pas de chiffre précis, hein, tu penses que tu as mené combien d'entretiens Ça dépend ce que tu appelles un entretien. Est-ce que tu considères que des conversations kilométriques écrites peuvent en être un? Parce qu'elles. Moi, j'ai pas de raison de te dire que ça n'en est pas. Si tu as l'impression d'avoir utilisé les outils de l'entretien épistémique pour favoriser une discussion sur la réflexion sur les croyances, j'aurais tendance à dire oui. Donc, Alors, voilà, c'est ça qui est difficile parce qu'une fois que tu as. Évidemment, une fois que tu as un petit peu pratiqué le truc, il y a plein de moments dans la vie où tu te dis, tiens, là, je vais faire cette partie-là, là. On va ouais. tester ça là, dans le discours. Donc, on va pas compter ça parce que ça arrive assez fréquemment. Mais du vrai entretien. Alors, des entretiens où vraiment, à la Anthony, on se pose, on dit, on fait Hmm. l'entretien et où c'est vraiment le sujet, ça m'est arrivé rarement, je crois moins de 10 fois. Ok, Mais, d'accord. euh, Mais après, mais une conversation qui devient un entretien épistémique, pas totalement, tu sais, parfois on revient un petit peu sur des sujets plus hmm, légers, puis voilà, on essaye vraiment de sans naviguer. forcer, mais ça arrive. Quand j'étais vraiment actif sur YouTube, ça arrivait une fois par mois. Maintenant, ça arrive 3, 4 fois par an maximum. Ok, ok. C'est Non, mais vraiment parce que je c'est croise une bonne. quelqu'un. Et puis il y a les Ok. gens qui te challenge aussi, hein. Il y a des gens qui viennent Hmm. chercher ça, hein, tu vois. Et par contre, la proportion texte IRL, on est quand même sur un rapport, je dirais, 1:5, quoi. La plupart du temps, c'est toujours en texte. Ok, Alors que donc ouais, 5 textes, un IRL dans ouais, ouais, ton plus ou moins, rapport. quoi. Ok, Alors que ok. c'est quelque chose que je déconseille plutôt, mais il y a Oui. quand même moyen de. Donc j'allais te demander, c'était est-ce que tu pratiques souvent et dans quel cadre? On va dire que le plus gros de ta pratique, ça a été autour de tes vidéos YouTube et d'échanges texte écrit autour de tes vidéos YouTube, si je comprends bien. Et la famille, Et la famille, ok. que je Est-ce déconseille que fortement aussi, mais voilà. c'est ok. Et la famille. Est-ce que tu... Alors je rajoute une question. Est-ce que tu aimerais pratiquer plus souvent les entretiens Ah ben, formels totalement, moi j'aimerais. Si tu veux, je ne comprends pas comment on peut. Enfin, ça me sidère qu'à l'heure actuelle, ça fasse autant de temps qu'on sait que ce truc existe, qu'il a l'air d'être l'outil idéal de la mission sceptique, et ça reste encore si confidentiel. Si j'avais le choix total, tu vois, que je pouvais vraiment me libérer d'absolument tout, j'y consacrerais une chaîne. On a cette envie avec Clément Fraise. Alors Clément, il a pas une maîtrise de la discipline
particulièrement, mais il a une maîtrise du contact humain, du fait Hmm. d'aller chercher les gens dans la rue, de les mettre à l'aise, etc. Tu sais, il faisait du Clément Fraisse, le mentaliste, hein, donc il Oui, fait oui. du mentalisme de rue, tout ça, et c'est des choses qui l'embêtent pas. Pour aller piquer des gens dans la rue, il faut quand même un sacré Hmm. courage, surtout en Europe, c'est moins bien vu qu'aux States, j'ai l'impression. Enfin, Hmm. il y a une méfiance en Il y a plus, quoi. ouais, il y a en effet une plus grande méfiance. Après, avec l'habitude, ça devient plus facile d'aborder les gens. Et j'imagine que donc Clément Fraise, le mentaliste, pour ceux qui ne connaîtraient pas, allez voir sa chaîne, c'est très très sympa comme contenu. Euh, c'est une maîtrise Ah ouais, qu'il ouais, elle est a largement impressionnante. acquise. Ouais. Et lui, ça l'amuse, tous les jeux d'esprit. Donc, et c'est vraiment un projet qu'on avait à deux, d'aller faire de l'entretien épistémique de rue. Euh, J'espère qu'un jour ça se fera parce que je pense que c'est un bon moyen pour jeter un coup de projecteur sur toute la discipline, tu vois. Hmm. Et c'est ce qui manque en fait. Je pense qu'il n'y a personne qui a encore vraiment jeté un bon coup de projecteur. Je suis désolé pour mon collègue de la tronche en biais, mais je n'ai pas trouvé que ces contenus qui concernaient le sujet étaient euh, encourageait bien à aller voir cette méthode et à la développer telle qu'elle est. Je ne suis pas satisfait moi-même totalement de mes conférences et de ce que je mets dans mon bouquin. Il manque des exemples, il manque des démonstrations. On parle de théorie, on parle de plein de trucs, mais il n'y a pas de pratique qui est vraiment mise sous les projecteurs. Et ça, c'est Hmm. triste. Bah, écoute, la bonne nouvelle, c'est que nous, on a déjà 8 entretiens filmés qu'on a eu à des différents événements sceptiques ou publics qu'on est en train d'essayer de formaliser et mettre en contenu sur la chaîne. Donc, on va essayer, nous, de commencer à en produire en francophone. Donc, avec un peu de chance, on pourra essayer de mettre un peu tout ça en avant le mieux possible, en tout cas, j'espère. Ah bah, prévenez-moi hein, que je puisse en parler si jamais je sors un truc à ce moment-là. Écoute, avec plaisir. Euh, Est-ce que dans les entretiens épidémiques, dans ceux que tu as fait, est-ce qu'il y a des sujets que tu préfères faire? Des claims qu'apportent les personnes en face? Est-ce qu'il y a des sujets qui te parlent plus ou des domaines qui te parlent plus? C'est marrant parce que tu me dis ça, il y a surtout beaucoup de sujets que j'aime pas faire. Mais Ah, on va en parler aussi. On va en parler aussi. ouais. Euh, Évidemment, quand c'est mes vieux sujets de cœur, c'est chouette parce que. Et tu vois, c'est là aussi que l'exercice se montre super important. Quand un type va commencer à me parler d'ovni ou de trucs comme ça, un type ou une type, hein, bien sûr, euh, je vais réussir très facilement mon travail d'empathie, mon Mm. travail de me mettre à la hauteur et à la place puisque j'y étais. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus agréable parce que je peux même un peu m'exciter avec la personne, tu vois, Mm. dans son truc et lui montrer que moi aussi j'ai de l'enthousiasme pour cette croyance. Elle me plaît, Mm. elle a une saveur. On oublie toujours ça, de considérer la saveur des croyances, le fait que c'est un plaisir aussi. Mm. Et si on arrache la sucette de la bouche de quelqu'un, il n'est pas content, quoi. Mm. Donc il faut montrer que tout ça, c'est pris en compte. Et quand c'est comme ça, ouais, je préfère, j'aime mieux. Puis c'est des sujets que je maîtrise bien parce que en général, c'est souvent un très jeune pour les ovnis qui me parle de ce qu'on en dit aujourd'hui. Mm. Et moi, ça me fait direct penser à plein d'histoires que j'ai connues, mais à l'époque, qui étaient les mêmes. Donc, et qui aujourd'hui, en plus, même pour un ufologue, bon, tu sais, les histoires de channeling Oui. ça marche moyen de nos jours, quoi. Oui, oui, oui. Donc, Ok. Donc c'est les assez sujets facile de sur trouver. lesquels tu as un historique ou une connaissance particulière du sujet, ça te plaît plus parce que tu peux t'y projeter un peu, ou du moins Ah ouais, te projeter t'as une les empathie plus comparaisons. simple, quoi. Les comparaisons sont dans le même sujet, du coup, tu vois. Et, Hmm. sauf que, bah, elles sont absurdes, mais elles datent des années 70, Ouais, enfin, c'est 70. Donc, tu vois, c'est plus simple. ok. Alors du coup, tu viens de dire il y a plein de sujets que t'aimes pas. Est-ce qu'il y a des sujets que t'aimes pas aborder ou qui te trigger ou qui te semblent plus difficiles quand tu fais des Ah, entretiens? c'est les trucs médicaux. Ok. C'est in- c'est insupportable. J'en ai marre. Plus j'en fais, enfin, plus j'en fais. J'en fais comme si j'en faisais tous les jours. Mais j'ai du mal à maîtriser ma patience avec les sujets médicaux parce que c'est tellement tout le temps les mêmes conversations. Oui, C'est sur des tellement. témoignages personnels de mais pour moi ça marche, j'ai été voir insérer ici une pseudoscience alternative, Voilà. c'est Alors, génial, tu devrais essayer. t'es Euh, vraiment en train de faire un effort pour laisser la personne finir ses phrases à chaque phrase.
mais tu sais comment ça va se terminer, tu sais déjà, enfin, tout est tracé. Et dans ces cas-là, si la personne commence à me couper comme si j'avais pas compris, pas entendu, et cetera, c'est vraiment une lutte. C'est Ok. vraiment une lutte pour rester, Est-ce que tu arrives malgré tout à gérer ça ou tu préfères éviter ces conversations-là et ces entretiens-là? alors spécifiquement celle-là, avec ma mère, j'évite. Ok. Non, mais c'est honnête, hein. C'est des sujets qui peuvent être compliqués. Ouais, ouais, parce C'est. qu'elle est truffée de maladies, il y a des médecines qu'elle refuse. Heu, Hmm. voilà, Ok. je commence déjà là, tu vois? Ok, on va changer de question. Faut maîtriser sa Euh, patience, hein, dans cette discipline, c'est vraiment le Ouais, non, mais patient c'est. vivant, Enfin, quoi. on est d'accord que c'est une pratique qui nécessite une patience et une empathie, et il y a des sujets pour lesquels on peut n'avoir aucune empathie et pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de se projeter, de construire un rapport sain pour C'est faire ça, un entretien posé, hein. il faut bien se connaître, tu vois? Il faut Ouais, c'est important de se dire: «Attention, cette personne va me lancer là-dessus». Je fais: Enfin c'est voilà, c'est sûr. ça fait partie du truc. Euh, du coup, parmi tous les entretiens que tu as fait ou pu faire de manière plus ou moins formelle, hein, peu importe, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement, que ce soit en positif ou en négatif, hein, alors j'espère pas en négatif, mais est-ce que t'aurais souvenir d'un entretien qui t'aurait... Ouais, il y a eu des trucs un peu, là j'en ai un qui me revient, mais c'est parce que c'est le contexte qui m'a marqué. C'est, quand j'ai rencontré, ma compagne actuelle, au tout début là, quand on se fréquentait, parce elle aimait beaucoup ma chaîne, et elle avait un ami qui était très, comment je peux qualifier ça? Complotiste, mais tu sais, sphère soralienne, machin, Hmm, tu sais, vraiment tout le truc, et elle n'arrivait pas à débattre avec lui parce que le mec était tout le temps en train de, bah, ressortir des arguments, puis tout le millefeuille, machin. Et elle savait très bien que je savais faire l'entretien épistémique, puis elle me dit: «Mais dis-moi ce que je dois lui répondre». Et on a passé la soirée à faire l'entretien épistémique, mais moi j'étais en bac, avec quoi, tu vois? l'oreillette. Oui, et c'était super, c'était un super moment parce que, bah, déjà elle était toute amoureuse parce qu'elle voyait le truc en action, tu vois? Alors elle était toute Hmm, impressionnée, et faire l'entretien comme ça à travers une personne, en essayant en plus, tu vois, de pas me faire démasquer, quoi. Il fallait que le gars se dise, que c'était bien elle. Il faut pas parce que, hmm. tu sais, le discours est super changeant en une fois. Des fois, les gens s'inquiètent, hein, quand tu ils disent: «Mais tu bizarre, hein, pourquoi tu me parles comme ça, dans Ouais, ouais, l'entretien?» ouais. Donc il faut i c'était tout un jeu psychologique très, très amusant, et ça a marché. En plus, on a vraiment réussi à obtenir quelques beaux silences, comme je dis. Hmm, Et voilà, ça, c'est une fois qui m'a marqué. Plus récemment encore, bah, avec la mère de ma compagne cette fois, qui venait pour la première fois en Belgique, et qui essayait un peu de me challenger, je crois. ok. Elle me lançait des trucs sur, les flashs, la voyance, et cetera, et elle essayait un peu de m'amener dans le: «Dis-moi si tu crois ou si tu crois pas», qui Ok. évidemment pas du tout le sujet. Et donc c'était très intéressant, c'était une soirée très intéressante. Voilà, Ok. c'est ceux qui me viennent comme ça à Les l'esprit. deux qui te viennent à l'esprit. Ouais, c'est très bien. Du coup, qu'est-ce que tu retires de plus positif de l'entretien épistémique que tu n'avais pas avant de découvrir la méthode? Enfin, alors ça va être très, très mièvre, mais c'est l'idée qu'il y a toujours un espoir. Il y a toujours le moyen existe. C'est partir de l'a priori que le moyen existe. Alors que la Ok, plupart des sceptiques, quand ils échangent avec des croyants, ils se demandent: «Est-ce que je vais pouvoir parler, ou est-ce qu'il y a pas moyen de parler à cette personne?» ok, Et l'entretien épistémique, il te dit: «Il y a toujours moyen de parler à la personne». ok, Et ça c'est vraiment cool, je trouve. ok. C'est ouais, c'est un bel aspect positif, je suis d'accord avec toi. Et alors du coup, à l'inverse, qu'est-ce que tu retiens de plus négatif de la méthode que tu n'aurais pas eu avant ou que tu trouves que tu n'avais pas avant de découvrir la méthode? Ouais, alors tout trouver du négatif là-dedans, faut se lever de bonne heure, hein. Je t'avoue que il y a rien qui me vient à l'esprit comme ça. Hem, Bah, le truc le plus négatif, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu t'y prends mal ou que tu t'y prends trop vite, les gens tout d'un coup sont inquiets, ils te voient un peu comme un gourou qui se met à parler bizarre. Hmm.
C'est vrai que ça peut faire flipper, c'est pas. Mais de là à dire que c'est négatif. Non, moi je rien à reprocher à cette méthode. Ok. Non, non, mais Il faut c'est. bien l'exécuter par contre. Il y a Ouais, énormément de méprise sur ce qu'elle est, c'est ce qu'elle n'est pas. ok. Hashtag un certain blog avec une tortue mauve qui a vraiment très très mal parlé du truc, quoi. Hmm. Après, tu pourrais, par exemple, enfin, j'en sais rien, mais des aspects négatifs, ça pourrait être quand tu la découvres, tu te dis que tu as un outil génial et potentiellement les premiers entretiens, tu les rates et du coup, tu endommages des relations en pensant mieux faire ou Non, bien faire, tu vois, des choses comme ça aurait pu être qui sont ensuite gommées par une pratique ou une maîtrise plus ou moins réussie, quoi. mais c'est nécessaire, hein. Ça reste, comme je dis, un art, et un art, tu dois échouer, quoi. Hmm. Il faut aller au contact du truc et transformer confronter ton fantasme de ce que tu vas faire avec la réalité de ce que tu fais. C'est obligatoire, hein. Ok, Euh, Est-ce qu'on considère ça comme négatif? Moi, j'ai pas envie. ok, J'aime bien le. Enfin, il y a pour des omelettes, faut casser des œufs, et bon, bah voilà. Pour moi, c'est pas négatif, pas tant que ok, ça. très bien. Alors du coup, depuis que tu l'as découvert et que tu as commencé à le pratiquer, est-ce que tu trouves que tu as évolué dans ton approche, dans tes objectifs quand tu échanges avec des gens et si ça a évolué, on va dire dans le cadre de la pratique entre guillemets, est-ce qu'il y a dans quel sens est-ce que ça a évolué pour toi? Bah, cette pratique, en fait, mais elle est vachement importante parce qu'elle représente un idéal. On sait qu'il y a une conversation idéale qui pourrait exister. Hein, j'utilise toujours l'exemple d'un jour sans fin. Si on répétait tout le temps la même journée, on finirait par trouver cette conversation idéale. Et donc, bah, je vais pas dire c'est un guide, mais c'est un repère, quoi. Parce que avant ça, c'était un peu à tâtons. On avançait tous et on essayait de se confirmer un peu les uns les autres. T'es sur la bonne voie? Oui, je crois que je suis sur la bonne voie, toi aussi. Mais ici, avec l'entretien épistémique, si tu veux aider quelqu'un à raisonner dans son propre raisonnement, eh ben, tu as un idéal là, tu as une direction dans laquelle regarder, tu sais que c'est par là. Et ça change absolument tout parce que du coup, tu peux t'auto-évaluer tout le temps par rapport à ça. Moi, je sais que quand je m'énerve sur un type et que je m'engueule et que je suis pas du tout dans l'entretien épistémique, je sais que sur l'échelle de la réussite d'un entretien épistémique, je suis à -20. Tu vois, je me situe, quoi. Donc, Hmm. je peux m'auto-évaluer, je sais toujours plus ou moins où j'en suis euh, par rapport à mes objectifs. Ok, ok. Et alors du coup, pour toi, dans la pratique de l'entretien, qu'est-ce qui est, en tout cas, entre guillemets, pas à tes yeux de manière générale, mais pour toi dans la pratique, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'entretien épistémique? Ou ta C'est plus très grande con, difficulté? c'est le catalogue d'exemples, hein. C'est juste ça. Ok. Une fois que tu as saisi les patterns, enfin en tout cas dans le décryptage que moi j'en ai fait, après je me considère absolument pas comme celui qui a trouvé la bonne méthode, hein. J'aimerais d'ailleurs recevoir des critiques de votre part, ça serait intéressant. Mais On pourra je pense se faire. que c'est ce catalogue d'exemples qui est dingue chez Anthony, qui est dingue. Il arrive à te trouver des comparaisons qui sont tellement. Ok. Dans le catalogue d'exemples, tu entends, j'imagine, le Outsider Test of Faith, où il va prendre C'est la ça, méthodologie de la personne et l'appliquer à un exemple tiers qui c'est permettrait de ça, montrer à la personne qu'on peut utiliser le même raisonnement pour croire un truc faux. c'est ça. C'est ce que Ok. moi j'appelais le clone négatif, tu vois. Oui, 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 Le, oui, oui, qui le- est un très bon nom pour le coup, parce que Outsider Taste of Faith à traduire était pas ouais, évident. c'est lourd, hein. Euh, mais oui, oui, le clone C'est un négatif. peu Oui, lourd. oui, ok, très bien. Ah, Ouais, ça, tu c'est vois, intéressant. j'avais discuté avec Anthony pendant tout un temps sur l'idée de faire un genre de livre dont vous êtes le héros qui conduirait un entretien. Et le but d'un tel livre serait de contenir des exemples, directement des catalogues d'exemples par rapport aux cas typiques de croyances Hmm, énoncés. Et ça, c'est vraiment, je crois que là, on est vraiment sur la matière de la pratique, quoi. Je pense, personnellement. Chaque fois que j'ai un petit blocage, une petite hésitation, c'est parce que je me dis, est-ce que j'ai vraiment trouvé le meilleur exemple? Est-ce que j'ai vraiment. Et à chaque fois que je vois ceux qu'Anthony sort, je me fais, mais oui, il va chercher ça, c'est tellement mieux que mieux que mieux. Et tu te dis, ok. Mais bon, voilà, lui, son cerveau, il réfléchit à ça H24, donc il est ouais. vraiment consacré à ça. Enfin, voilà, c'est. Est-ce qu'il y a des cas
pour lesquels tu t'abstiendrais de pratiquer un entretien épistémique ou bien tu le stopperais? Genre, tu découvres quelque chose ou la personne te dit quelque chose et tu te dis, ok, stop, faut arrêter. Est-ce qu'il y a des... Énormément, tout plein. C'est il y a des tas de croyances qui sont. Bah, tu sais, voilà, c'est le moindre mal, hein, tout simplement. On ne doit pas combattre les croyances à tout prix. Hein. Faut arrêter avec cette idée-là, quoi. Dans ma conférence, tu sais, je citais la grand-mère qui croit que le petit oiseau qui vient toquer à la fenêtre tous les jours, c'est l'esprit de son mari. Ben, elle, tu la laisses, quoi. Clairement, tu vas pas aller faire un entretien épistémique avec. Maintenant, bien souvent, on est un petit milieu de neuroatypiques. Donc, parfois, tu parles avec quelqu'un, puis tu te rends compte qu'en fait, la personne, psychologiquement, elle a des soucis. Il y a des petites traces de schizophrénie, avec des histoires de certitude de voir des choses, entendre des choses. Il faut faire attention à ces trucs-là. Je pense que voilà, quelqu'un qui conduit des entretiens épistémiques doit être bien, bien renseigné sur ce qu'est la schizophrénie, elle particulièrement, parce qu'elle est répandue et qu'elle n'a pas du tout les symptômes qu'on en a dans la culture populaire. Et ça peut très vite arriver que dans des croyances de type New Age, de type ésotérique, en réalité, on soit sur un profil qui a une schizophrénie latente ou installée, ou etc. Ça peut être dangereux. Après, c'est paradoxal parce qu'en même temps, je considère un- un psychologue ou un psychiatre qui maîtriserait cette technique obtiendrait probablement des résultats intéressants justement auprès des schizophrènes. Je pense Ok. que Mais en tant que non professionnel, il faut probablement s'abstenir. Enfin, ou en tout cas, toi, tu considères que tu t'abstiens. très très Euh, vite. Oui, 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 oui. ok. Ça se reconnaît vite, hein, la différence entre quelqu'un qui est vraiment dans le New Age et quelqu'un qui croit parce qu'il perçoit vraiment des trucs. Ça Hmm. se reconnaît assez vite. Ok. Il faut s'entraîner à ça. Être vigilant à ça. Ok. Ouais, Ouais. c'est un bon conseil, je pense. Alors, je sais que tu m'as dit que tu voyais rien de négatif de ton point de vue. Quelle serait pour toi la critique qu'on pourrait faire à l'entretien épistémique qui te paraîtrait la plus valable aujourd'hui, s'il y en a une? S'il est bien mené, pour moi, il y a des il y a des critiques techniques. C'est long, c'est Ok. long, c'est épuisant, c'est fatigant, blablabla. Bon, ça, c'est des critiques. euh, C'est une critique possible hein, de dire c'est trop long pour arriver à discuter avec c'est quelqu'un, pas, mais... ouais, on n'a pas tout le temps le temps de se poser, de faire un entretien épistémique. On n'a pas tout le temps, voilà. Mais après, il y a des milliards de critiques à faire aux entretiens épistémiques mal faits, aux gens qui partent de l'idée qu'il s'agit d'une technique de manipulation avant tout, aux gens qui partent de l'idée que c'est pour imposer sa propre foi, ou je sais pas quoi, ou Pardon. même, à tes souhaits, ou même déconvertir quelqu'un. Comme je dis, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'amener quelqu'un à mieux croire ce qu'il croit, en fait. Et avoir en effet secondaire que s'il n'y arrive pas, alors c'est peut-être bien de moins croire. Hmm. Donc, pour moi, s'il est bien mené, il n'est pas critiquable, l'entretien épistémique. Mais il y a énormément d'entretiens épistémiques mal menés qui sont critiquables, ça oui. Ok. Alors on va passer sur des points un peu plus négatifs ou du moins qui sont des sujets personnellement avec lesquels je discute souvent avec des détracteurs de l'entretien épistémique. Je vais t'amener quelques points qui m'ont soulevé, que je trouve relativement intéressants à discuter. Je ne veux pas dire que je suis forcément d'accord avec tous évidemment, mais savoir un petit peu ce que tu en penses. Avec plaisir. Donc j'ai un ami par exemple qui considère qu'étant donné qu'on n'est pas forcément psy, hein, tu disais les psys pourraient utiliser cet outil-là, mais voilà, partons du principe qu'en tant que pratiquant d'entretien épistémique, on n'est pas forcément armé psychologiquement, on n'est pas capable aujourd'hui de... On peut trigger chez les gens une crise existentielle qui se voit pas forcément au moment de l'entretien. Par exemple, en discutant de religion, tu pourrais trouver quelqu'un qui se trouve à se abandonner sa foi, pas forcément sur le coup, mais qui, en réfléchissant suite à l'entretien, se retrouve face à cette crise-là, qui pourrait être une crise un peu existentielle pour elle, en plus de potentiellement familiale, etc., etc., et avoir des impacts lourds sur sa vie, ce qui n'aurait pas forcément été détectable au moment de l'entretien en lui-même. Et du coup, pour parler avec méthode scientifique de la balance bénéfice-risque, il me disait, vu que c'est un cas qui est possible, potentiellement
ça pourrait amener du mieux parce que la personne pourrait choisir de mieux croire, mais ça pourrait aussi, alors le terme est volontairement violent pour signifier le propos, mais ça pourrait aussi détruire sa vie. Sans aller parler de cas potentiellement très très graves, hein. Je parle même pas de ce genre de scénario, mais potentiellement ça pourrait détruire tout son socle de croyances et remettre toute sa vie en question, et pas forcément pour le mieux, on ne sait pas comment ça pourrait évoluer. Et du coup il me posait la question de, vu que c'est un scénario possible, pas forcément probable, mais possible, est-ce que c'est toujours raisonnable de vouloir quand même faire un entretien épistémique, sachant que c'est un des outcomes possibles? Tout à fait. Écoute, alors déjà, tout ça est vrai. Bah, typiquement, moi, ma compagne, même si je n'ai pas fait un entretien épistémique, elle était dans une secte, donc elle a tout perdu, hein, famille, amis, etc., en quittant sa foi. Donc, elle s'est retrouvée sans rien du tout, pas de logement, que dalle, pendant plusieurs mois, à devoir se reconstruire dans des conditions abominables. Donc, oui, je suis très conscient de ça. Ceci dit, c'est quoi un entretien épistémique? C'est une forme de soin, pas dans le sens guérison, mais dans le sens prendre soin, tu vois. Hmm. C'est une forme de... c'est ça. En fait, ce risque-là qu'on évoque, il est présent également quand on fait une vidéo sceptique standard qui débunk un sujet. Il est présent aussi bah, dans le milieu médical, tu vois, pour revenir un petit peu sur Hmm. la métaphore du soin. Bah ouais, t'es chirurgien, tu sais que sur 50 patients, il y en a 2 qui vont mourir dans tes mains et un des 2, ce sera par ta négligence. Ça fait partie des stats, c'est un truc que tu acceptes. Alors, c'est pas les bonnes stats, hein, je sors ça comme ça. Oui, oui, non, non, mais j'entends bien. C'est pour Mais j'ai eu donner cette un conversation paramètre. avec un ami chirurgien, je crois que c'est avec Primum d'ailleurs, de l'excellente chaîne Primum Non Nocere. Qu'on vous Je crois recommande que c'est avec également. lui. Oui, oui, oui. Et en fait, tu acceptes d'emblée que en faisant ça, forcément, tu vas. Voilà, Anthony, je suis sûr qu'il a. Enfin, il le dit lui-même, il a à son actif quelques entretiens qui ont été un peu aïe, 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 quoi. Il faut sentir le moment où tu t'arrêtes, etc. Et comme lui, il fait, il donne une opportunité de prendre contact si jamais, justement, c'est le bordel. Après, on peut poursuivre aussi cette critique-là. Est-ce que c'est vraiment bien si la personne est dans une secte, c'est vraiment bien qu'elle y reste? Est-ce que c'est pas mieux pour elle de... Alors on va dire, mais c'est à elle de choisir, certes, mais est-ce que l'entretien épistémique n'est pas justement ce qui va lui apporter un choix, là où elle n'en avait pas avant, etc., etc. Donc ces questions sont épouvantables. Elles exigeraient, pour être bien posées, d'avoir des données sur les taux de réussite et d'échec et sur le long terme, etc., d'avoir des données fiables qui permettent... Alors d'après ce que j'ai compris, il y a tout ça qui est en cours enfin, c'est en cours, quoi. Hmm. Le côté un peu scientifique de l'entretien, il est en train de se mettre en place. Pour l'instant, il n'y a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rien? Bah non, il faut faire un choix. Soit on en fait et on accepte qu'à un moment donné, on risque de foirer, mais on se dit qu'on aura fait, si on a bien fait notre travail, beaucoup de bien en échange ailleurs, soit on n'en fait pas. Ok. Non, écoute, c'est une approche qui est probablement celle que je partage, donc je peux pas te. J'en suis bien désolé, mais voilà, risque zéro, non, il n'y en a pas. Risque zéro, ça n'existe pas, Hmm. effectivement. Et c'est triste. Alors, Donc je vais faisons au rebondir. maximum. On est d'accord. Je vais rebondir du coup sur ce que tu disais. Est-ce que toi, tu as donc tu disais c'est en train d'être fait. Je sais que SEI est en train de travailler avec un docteur en métacognition justement sur l'intérêt de l'entretien épistémique face à des conversations standards. Est-ce que toi, tu as connaissance d'autres données qui testent, je sais pas, des éléments, des choses comme ça sur Non, non, et comme la dernière fois où je me suis vraiment intéressé au sujet, c'était à la période du REC. Je ne suis pas du tout à jour. Donc REC, le dernier qu'il y a eu, 2022? c'était en 2022. Donc je ne suis pas du tout à jour depuis par rapport à tout ça. J'ai eu d'autres trucs à faire qui m'ont beaucoup absorbé. Mais donc j'attends, justement, effectivement, il y a beaucoup d'annonces qui allaient dans ce sens-là. Et ça avait l'air intéressant. Et la métacognition, c'est parfait pour mesurer justement l'efficacité dans quel type sur quel type d'écart métacognitif ça va agir. Non, ça c'est très bien, c'est une bonne nouvelle ça. Euh,
Très bien. La question suivante concerne l'origine de l'entretien épistémique. Alors, telles que les recherches que j'en ai faites enfin, autour avant de connaître Anthony Magnabosco, la méthode devient, si je ne dis pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires si je dis une bêtise, mais de Peter Bogossian et de son Manual for Creating Atheists, donc littéralement un manuel pour créer des athéistes, dans lequel il faisait donc, alors je vais utiliser le terme prosélytisme pour rebondir dessus plus tard, autour du fait de déconvertir. Alors, dans le livre historiquement des extrémistes religieux. Euh, L'origine de l'outil est donc très orientée, non pas juste sur la méthode telle qu'on la promeut, nous, toi, Anthony, aujourd'hui, de réfléchir à ses propres croyances et aider des gens à réfléchir sur leurs croyances, mais sur une orientation très nette historiquement. Je veux juste voilà, connaître ton opinion là-dessus. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? Est-ce qu'on s'en fout? Est-ce qu'on s'en fout pas? J'ai pas lu ce livre, donc j'ai juste entendu plein de gens en parler. Euh, tu sais, on est sur le même problème que le titre de ma couverture, quoi. Hein. C'est à quel point c'est le pari faussien, à quel point on va sacrifier son âme pour atteindre son objectif. Là, il fallait faire connaître le truc. C'était dans le milieu des athéistes. Dans le contexte d'existence, d'apparition du bouquin, je comprends parfaitement. Maintenant, aujourd'hui, avec le recul, voyant ce que c'est censé devenir, ça commence à devenir un peu un grain de sable un peu gênant parce que le premier rapport, c'est ça sert à déconvertir. Mais j'insiste vraiment là-dessus. Moi, dans la quasi-totalité de mes entretiens, je me déconvertis aussi. Je, 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 je comprends toujours, sans exception, que j'avais pas compris en fait la croyance du guide de la personne. Elle se définit mieux et du coup je la trouve plus respectable aussi, souvent. Hein, et du coup, et il m'arrive souvent même de me dire, mais au fond, pourquoi pas, c'est peut-être moi qui me gourre. J'ai rien, j'ai pas les éléments pour aller plus loin. Moi là, il y a rien qui me coince. Non, bah pourquoi pas croire ça, effectivement. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo sur ma chaîne qui va arriver là. Alors, c'est pas du tout un entretien épistémique, mais ça m'a fait cet effet-là. J'ai une conversation avec quelqu'un de très connu, dont on va être très surpris d'apprendre qu'il croit en Dieu. Bon, ben, pendant la conversation, j'ai compris pourquoi il croyait en Dieu. Je me suis dit, mais j'ai absolument rien à. Je suis même d'accord, en Reprocher, fait. ouais. Tu vois, j'étais là, je dis, ah oui, bah, pourquoi pas, ouais. Et non, bah, tout était cohérent, tout se tenait. Ok. Et donc, quand tu vois un titre comme Comment créer des athéistes, on, on t'annonce quoi? On te dit comment, quand vous êtes sûr d'avoir la vérité, faire en sorte de l'imposer aux autres. Mais c'est pas du tout ça le délire. On passe à côté Mhm. d'un énorme truc, là, en fait, si on dit ça. Oui, mais c'est voilà, c'est souvent enfin, c'est un reproche que j'entends régulièrement autour de ça. Et c'est pour ça, j'imagine que son deuxième livre s'appelle How to Have Impossible Conversations, qui est du coup beaucoup plus ouvert à avoir des conversations euh, Exactement. avec un peu n'importe quel sujet. Tout à fait. Alors, tu parlais, c'est très intéressant, tu parlais du fait de avoir cette idée de détenir la vérité et de l'imposer aux autres. Quand on fait un peu la promotion de l'entretien épistémique, n'ayant pas de données scientifiques pour, on va dire, conforter l'intérêt de la méthode, on me demande du coup la différence qu'il y a entre on pense avoir une méthode hyper efficace et on en fait la promotion, une méthode de pensée et un schéma de pensée qu'on considère comme, alors je vais dire de manière extrémiste, le meilleur. Quelle différence il y a entre la démarche qu'on a en tant que militant de l'entretien épistémique et un prosélyte religieux qui vient expliquer pourquoi est-ce que c'est la croyance en sa religion qui est la plus pertinente pour choisir, faire ses choix de vie et de choisir quoi croire. Est-ce qu'il y a une différence à tes yeux et si oui, laquelle? Mais en fait, on les oppose, mais ils n'ont pas du tout à être opposés. Ça marche pas dans la même cour, tu vois. Il y en a un qui s'occupe du que croire et il y a l'autre qui s'occupe de pourquoi croire. C'est, c'est-
c'est même des machins qui devraient fonctionner main dans la main, en fait. Ma démarche de complotiste, à un moment donné, ça a été quand même d'essayer de prouver que c'était vrai. Et, et c'est en essayant de prouver que c'était vrai que j'ai réussi à prouver que c'était faux. À l'époque, c'était surtout la vidéo de Gus DX qui a fait le switch, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et ça l'a fait pour d'autres. Serge Brett Morel qui a essayé de prouver l'astrologie, il s'est retrouvé à démonter l'astrologie. Euh, Hmm. Quand on fait ça, on s'intéresse au pourquoi croire. On ne s'intéresse pas au que croire. Quand, quand un religieux, euh, quand un religieux prosélyte vient essayer de nous allécher avec sa foi, il va utiliser un petit peu du pourquoi croire, mais il va très vite rentrer dans le que croire en fait. Ça va surtout être ça le cœur du truc. Ça va être c'est quoi l'histoire, c'est quoi le. Et puis alors, on compte sur un effet qui est la personne, elle entend l'histoire religieuse, elle se dit ah mais ça explique toutes les questions que je me pose. Hmm. C'est pas vraiment hein, dis-moi les questions que tu te poses et je vais te donner des réponses ou un truc comme ça où on va analyser pourquoi tu ne crois pas, pourquoi tu crois ça. En tout cas, c'est pas comparable. Je trouve vraiment pas ça comparable. Je me rappelle en fait, moi, parce que moi j'ai baigné dans les témoins de Jéhovah quand j'étais petit, et je me rappelle de leur session quand ils venaient à la maison, leur session pour Hmm. convaincre, etc. C'était des conteurs d'histoire avant tout, quoi. Hmm. Alors, je pense que je parle pas forcément de comparer le prosélytisme religieux et l'entretien épistémique lui-même, mais plus de comparer le prosélytisme religieux et le militantisme sur l'entretien épistémique. Je t'avoue que le militantisme sur l'entretien épistémique, je sais pas à quoi il ressemble. Je... Dans l'idée que, entre guillemets, toi avec tes conférences et tes vidéos, nous avec notre envie de promouvoir ou de dire venez essayer, c'est une super méthode, etc. C'était plus de ce côté-là que l'entretien D'accord. en lui-même, tu vois. L'idée de dire venez essayer, c'est une super méthode, faites-nous confiance. Entre guillemets, quelle est la différence entre ça et venez croire au mon Dieu, c'est super, c'est génial, faites-moi confiance. Ben, c'est à peu près la même différence qu'il y a entre venez goûter mes tartes, elles sont super bonnes, et venez essayer mon nouveau jeu vidéo que j'ai créé, il est super génial. En fait, on parle de la promotion là, on parle Ouais. du démarchage. Malheureusement, à l'heure actuelle, il y a pas, il y a, enfin, voilà, il y a pas tellement de solutions, hein. Il y a toujours le pari faustien, quoi. Il faut utiliser des méthodes pas très chouettes pour faire la promotion d'un truc. Moi, chaque vignette putaclic que j'ai fait, je l'ai fait avec dégoût et regret, quoi, tu vois. Hmm. Ça serait la même chose. Quelle est la différence entre une vignette putaclic d'un zététicien et une vignette putaclic d'un D'un prêtre? complotiste ou d'un... Ouais, ok. Il n'y en a pas. Tous les deux Hmm. on utilise des outils qui sont à disposition, on les aime pas trop. Malheureusement, ils sont efficaces. Ça, il faut dire ce qui est. Il faut effectivement démarcher, un peu promouvoir, un peu vanter aussi, un peu donner un aspect tout est beau, tout est joli hein, aux Hmm. choses. Bah oui, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Moi, je n'irais pas accuser ni le prosélytisme, j'irais pas embêter ni le prosélytisme religieux, ni la promotion d'entrée épistémique, parce qu'ils utilisent des méthodes de communication. Ok. Le monde est ainsi fait, c'est triste, mais voilà. Non, mais c'est tout à fait acceptable comme vision des choses. J'ai pas grand-chose à te reprocher là-dessus. On en a parlé, t'en as parlé rapidement tout à l'heure. C'est aussi un sujet qui revient souvent sur le tapis quand on parle de l'entretien épistémique. Donc, euh, l'entretien épistémique, c'est un peu une boîte à outils d'éléments qu'on pioche pour être le plus efficace pour aider une personne à réfléchir sur ses croyances. Il y a un reproche que j'entends souvent qui est ah oui, mais du coup, on peut détourner ces outils pour faire de la manipulation, on peut les détourner pour euh, faire croire aux gens ce qu'on a envie qu'ils croient, à savoir la même chose que nous, etc. etc. Est-ce que si on promeut l'entretien épistémique et qu'on le rend disponible au maximum de gens, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît comme juste quelque chose qui va arriver naturellement statistiquement et tant pis, il faut faire avec, ou est-ce que c'est un effet de bord dont tu as un peu peur? Est-ce que tu as
un- une réflexion là-dessus? C'est vrai qu'il faut quand même déjà beaucoup de talent hein, pour se dire je vais imposer ma croyance à une personne avec les outils d'entretien épistémique et je vais y arriver. Je dirais, la personne qui le fait, elle est répugnante, mais la vache, elle est douée. Parce que un entretien épistémique, ça n'implante pas une croyance, ça fait douter. Maintenant, si la personne s'en sert pour, à un moment de doute, glisser sa croyance dans l'esprit de la personne, sans obtenir tout Un d'un coup une pushback, réaction de ouais. distance, je demande à voir déjà à quoi ça ressemble et est-ce qu'on peut toujours qualifier ça d'entretien épistémique. Alors après, que ce soit utilisé sur des personnes en situation de fragilité, une personne qui est, je ne sais pas, même juste en rupture ou en deuil, parce qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir des énormes problèmes hein, pour être en situation de fragilité. Il suffit de se lever de mauvaise humeur, hein. Hmm. Et oui, une personne qui est un petit peu moins dans la vigilance, dans l'attention, moins éveillée au moment où on lui fait, ça peut effectivement l'envoyer. Oui, ça peut. Mais de nouveau, hein, je demande à voir comment ça se passe parce que autant vite dit comme ça, je peux voir à peu près de quoi on parle, autant quand j'essaye vraiment de me l'imaginer, il y a plein d'inconnus, quoi. Donc je sais pas, je trouve ça curieux. Mais il y aura, à n'en pas douter, si tu donnes quoi que ce soit aux humains, tôt ou tard, ils en font une arme, hein, ça Le parallèle que je prends quand on me pose cette question, je vais me permettre juste de répondre comme j'ai répondu à mon collègue, c'était, ben, c'est, on a créé un couteau en disant c'est vachement bien pour couper les carottes. Si des gens décident d'en poignarder d'autres avec, le problème il est dans l'intention de la personne et elle aurait trouvé, si elle avait trouvé une cuillère, elle aurait peut-être mis plus de temps à poignarder, mais elle aurait peut-être fini quand même si son intention était de poignarder quelqu'un. On lui Eh aura oui, mais peut-être c'est ça. facilité un peu la vie, mais malheureusement, le problème, il est dans son intention et pas dans l'outil qu'on a créé. On est un peu sur un. Les jeux vidéo rendent-ils violents, quoi, tu vois. Alors tout le monde sait que c'est C'est vrai. Euh, sûr. Regarde, le maniaque sanguinaire, nous sommes. une question un peu plus éthique sur le sujet qui est très simple. Est-ce que tu considères qu'il y a un âge minimum auquel tu te dis un entretien épistémique, c'est pas pertinent? C'est un débat qu'on a eu en interne, nous, de notre côté. Euh, Alors, je vais en décevoir forcément de votre côté si vous avez eu un débat là-dessus, parce que moi, je fais même ça avec ma fille de 5 ans. Donc, Non, mais c'est. Alors, on va dire que les outils appliqués dans le cadre familial pour faire réfléchir son enfant sont peut-être un cadre un peu plus safe, mais ouais. est-ce qu'un enfant de 10 ans ou 12 ans qui vient de voir en convention, qui te dit qu'il croit aux ovnis, est-ce que tu te dis, tiens, on va faire un entretien épistémique immédiatement ou pas? Est-ce qu'il Non, y a un empêchement ou est-ce que tu te dis, non, effectivement, mais là, c'est vraiment très personnel. Je considère que si tout ce qui est, allez, on va dire prépubère, les ados, à la limite, ça peut valoir la peine. Mais tout ce qui est prépubère, c'est plutôt vers les parents que je vais me tourner, quoi. Si je me dis qu'il faut faire quelque chose. ok. Et après, c'est leur responsabilité, c'est pas la mienne. Bien sûr, mais voilà, nous on a été sur une idée de euh, on se contente de ne pas interagir publiquement en tout cas ou en entretien filmé avec des mineurs Ah, pour les cas, éviter toute problématique sur le sujet ça quoi. c'est sûr. Mais comme, enfin, tu vois, je fais souvent des petites conférences dans des lycées, des machins. Moi, il y a plein de jeunes, après, ils aiment bien venir un peu me challenger, tu vois. Ah, monsieur, comment vous expliquez que nan, nan, hein? Hmm. Bah, Discutons. bon, oui, si tu viens de chercher la conversation, je veux bien. Mais je le dis Ouais, toujours, je dis, ah, tu veux vraiment en parler? Tu veux vraiment? Moi, je veux bien prendre 5 minutes avec toi, mais on va vraiment en parler alors. Tu ok. vois, des trucs comme ça, quoi. Euh, Alors, l'entretien épistémique, il a un peu évolué depuis qu'il a été créé. Enfin, j'imagine depuis que tu as découvert Magna Bosco, il y a quand même plusieurs choses qui sont un peu plus codifiées, etc. Dans quelle direction est-ce que tu vois l'entretien épistémique et ses codes continuer à évoluer? Est-ce que tu vois une évolution, une direction, quelque chose, ou est-ce que pas Ah non, mais moi, je particulièrement? vais, je vais être très honnête avec toi. Pour moi, je suis le plus amateur d'entre tous, hein. J'ai fait une fois une très très grosse analyse. Elle tient la route, plus ou moins, et je dois absolument la refaire. Quand je voudrais m'y mettre sérieusement, bah, je vais venir frapper à votre porte.
je vais un peu comparer ce que je crois savoir avec ce que vous savez maintenant, et essayer d'enrichir ça et de mettre à jour. Je ne suis pas du tout à jour, moi, hein. J'ai fait une fois le taf, et puis après, je suis passé à un autre sujet parce que c'était ça mon truc à l'époque, c'était de Hmm. faire plein, plein, plein de sujets. Et je l'ai suivi, mais tu sais, sporadiquement, parce que j'ai vu qu'en fait, il y avait que moi chez les gros qui Hmm. s'y intéressaient vraiment. Continue encore de me sidérer, je ne comprends pas, c'est tellement fondamental. Tellement, les gars, c'est pas ça que vous cherchez? Tu sais, Ouais. il y a un truc, c'est pas bon, voilà. Ouh, là, 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 C'est regardez, là. Ouais, ouais. ah, ouais, c'est pas ah d'accord, je croyais. Enfin bon. C'est donc je suis sûr qu'il a beaucoup évolué, mais moi je suis pas un bon connaisseur de ces directions actuelles. Ok. Et enfin, dernière question. Selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remettre plus en avant cette méthode que ce qui est fait aujourd'hui? Donc, tu as parlé d'exemples. Donc là, comme je te disais, nous, on va essayer de se mettre à en produire. On est plusieurs à pratiquer des entretiens et à essayer de les faire en filmer. D'ailleurs, enfin, on est en discussion avec le REC pour essayer d'avoir une salle pour enregistrer des entretiens au REC de l'année prochaine, filmé pour les participants qui souhaiteraient en faire pour essayer de produire du contenu, en plus d'animer potentiellement des ateliers et une conférence de 30 minutes sur le sujet, à laquelle tu seras le bienvenu si jamais tu viens au REC l'année prochaine selon tes disponibilités et tes envies. Et donc, voilà. Qu'est-ce que toi tu verrais qui permettrait d'essayer de mettre un peu plus en avant encore cette méthode auquel on n'aurait pas pensé? Eh bien, tout ce dont tu as parlé là, c'est le champ public. Maintenant, moi, je trouve qu'on a là quelque chose qui a besoin de science, qui a vraiment besoin de science pluridisciplinaire, qui a besoin vraiment que des personnes très compétentes s'en emparent, fassent des publications, formalisent, etc., etc. Il faut que ce soit connu. Il faut pas juste que ce soit connu, il faut que ce soit reconnu. C'est ce qui manque le plus à cette méthode, je Une pense. validité scientifique Oui. pour pouvoir asseoir l'état de l'art sur le sujet. Donc. Du côté de la psycho, du côté de la socio, du côté de tous ces trucs-là, il faut bah, justement toutes les disciplines en lien avec l'esprit critique. Curieusement, elles y sont toutes. Donc, ouais, ça me paraît vraiment indissociable. Ok, eh ben écoute, Sam, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était hyper intéressant comme entretien. On va juste rappeler que tu as différentes chaînes actuellement. Donc tu as Monsieur Sam point d'interrogation qui regroupe toutes tes vidéos sceptiques et ton contenu sceptique, mais tu as aussi Monsieur Sam point d'exclamation où tu parles d'autres passions comme le jeu vidéo, la BD et d'autres choses. Tu es actif sur la chaîne de Sunday Pistols, qui est la boîte d'audiovisuel avec laquelle, sur laquelle tu travailles, et également la chaîne Escape, qui est une chaîne musicale sur laquelle tu produis du contenu et tu participes au contenu. Exactement, de la bonne grosse synthwave qui tâche. C'est Enfin, ça. on essaye. Et Et donc je sais pas si tu as d'autres je suis actus à obligé part le par mon livre. éditeur de faire la promo de mon livre. Et pourquoi est-ce Voilà. que je me permets de la faire? Parce qu'il y a ce petit truc qui, bon, je suis sûr que vous l'avez en 4 milliards de fois mieux. Bon, là, le dernier chapitre est réservé à l'entretien épistémique. En tout cas, l'analyse que moi j'en avais eue. Et il me semble que je fais la petite mise à jour avec la métacognition. Et puis surtout, il y a cette petite page qui est vraiment, Oui. vraiment simple. Enfin, vraiment, c'est le petit truc. Si tu le glisses dans ta Pour poche, visualiser, ouais, pour c'est visualiser l'aide-mémoire, c'est Hmm. voilà, tout est là, quoi. Une fois que tu as ça, en gros, tu vas pas être un roi de l'entretien épistémique, mais tes conversations vont être vachement mieux avec tout le monde. Et j'ai des retours, moi, de gens, parce que ça, c'est vraiment, alors ça, c'est surtout le gros, en tout cas, de mon activité là-dedans, c'est d'orienter les gens vers cette pratique, parce que Hmm. je recevais, à l'époque où j'étais très actif sur l'actu, des tonnes de mails de type ma sœur est en train d'aller dans une secte, mon frère veut se suicider parce qu'il croit à la vie après la mort, je n'arrive plus à parler avec ma mère parce que je me suis fait vacciner, bla 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 bla. Et tous ces trucs-là, tous ces gens-là, je les ai systématiquement orientés vers ça. Et j'ai reçu après des retours qui me disaient merci, j'ai pu rétablir la communication, on n'est toujours pas d'accord, mais on se parle. Et tu Hmm. vois, il y a plein de trucs comme ça. L'entretien épistémique, c'est aussi ça. Avant tout,
c'est garder la communication active. C'est ne pas couper le pont, c'est continuer Mm. à savoir se supporter, vivre ensemble, en fait. Et Et, s'écouter. et s'écouter et discuter. Ça, c'est vraiment bien. Je suis vraiment très content de ça. Donc, Bah à la écoute, base, je faisais vraiment de mon bouquin, en fait. non, Donc, voilà. non mais c'est parfait parce que t'en parles dans le livre, donc c'est normal qu'on en Oui, parle. voilà. Bah, j'en profite pour dire que nous, on a du contenu, c'est-à-dire qu'on a produit un cours qui s'appelle pour l'instant Comment avoir une conversation sereine, qui est simplement la première partie d'entretien épistémique sur la construction du rapport, l'identification de l'épistémologie et juste mieux discuter avec les gens, l'écoute active et tous les éléments qui constituent la partie écoute et compréhension du sujet de la personne, identification d'un claim et tout ce genre de choses. On a un fonctionnement avec des cours à la semaine sur Discord gratuits. Donc on n'a pas beaucoup de place dans les séances parce qu'on essaie d'avoir des groupes relativement construits et motivés. Et on a probablement dans l'idée de faire d'autres sessions en début d'année prochaine. Donc si tu veux, je te préviendrai quand on ouvre les inscriptions pour que tu puisses les communiquer à ta communauté si ça les intéresse Ah, bah, je ferai une d'apprendre. vidéo, je ferai même une vidéo dédiée pour un truc pareil. Eh ben, écoute, avec plaisir. Et puis, si tu veux, on pourra peut-être aussi faire une vidéo sur justement comment on a construit le contenu, qu'est-ce qu'on a mis dedans, pourquoi, etc., etc. Ça pourrait être aussi intéressant. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sam. Excellente fin de journée à toi. Et on vous dit à Pareil. très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!